E-Magazine présente l'extrait du discours de Toussaint Louverture, gouverneur de Saint-Domingue, prononcé le 25 novembre 1796, lu par Winner Morton. République française, du Cap français, le 5 Frimaire en 5. Depuis la Révolution, j'ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour ramener le bonheur dans mon pays, pour assurer la liberté de mes concitoyens, forcer de combattre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République française. J'ai fait la guerre avec courage, honneur et loyauté. Avec mes plus grands ennemis, je ne me suis jamais écarté des règles de la justice. Et si j'ai employé tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour les vaincre, j'ai cherché, autant qu'il était en moi, à adoucir les horreurs de la guerre, à épargner le sang des hommes. J'ai toujours eu pour principe le pardon des offenses, pour premier sentiment, l'humanité. Souvent, après la victoire, j'ai accueilli comme des amis et des frères ceux qui, la veille, étaient sous des drapeaux ennemis. Par l'oubli des erreurs et des fautes, j'ai voulu faire aimer la cause légitime et sacrée de la liberté, même à ses plus ardents adversaires. Amis, frères d'armes, généraux et officiers, je leur ai constamment rappelé que les grades auxquels ils étaient élevés ne devaient être que la récompense de la bravoure et d'une conduite privée irréprochable. Que plus ils étaient au-dessus de leurs concitoyens, plus toutes leurs actions et toutes leurs paroles devaient être mesurées et irréprochables. Que le scandale des hommes publics avait des conséquences encore plus funestes pour la société que celui des simples citoyens. Que les grades et les fonctions dont ils étaient revêtus ne leur étaient pas donnés pour servir uniquement à leur fortune ou à leur ambition, mais que ces institutions nécessaires avaient pour cause et pour but le bien général, qu'elles imposaient des devoirs qu'il fallait d'abord remplir avant de songer à soi, que l'impartialité et l'équité qui devaient dicter toutes leurs décisions, l'amour de l'ordre, la prospérité de la colonie, la répression de tous les vices, doivent exciter sans cesse leur activité, leur surveillance et leur zèle. J'ai toujours et énergiquement recommandé à tous les militaires la subordination, la discipline et l'obéissance sans lesquelles il ne peut exister d'armée. Elle est créée pour protéger la liberté, la sûreté des personnes et des propriétés. Et tous ceux qui la composent ne doivent jamais perdre de vue l'objet de son honorable destination. C'est aux officiers à donner à leurs soldats, avec de bonnes leçons, de bons exemples. Chaque capitaine doit avoir la noble émulation d'avoir sa compagnie la mieux disciplinée, la plus proprement tenue, la mieux exercée. Il doit penser que les écarts de ses soldats rejaillissent sur lui et se croire avili des fautes de ceux qu'il commande. Les mêmes sentiments doivent animer à un plus haut degré encore les chefs de bataillon
pour leur bataillon et les chefs de brigade pour leur brigade. Ils doivent les regarder comme leur propre famille quand les individus qui les composent remplissent bien leurs devoirs et se montrer en chef rigide lorsqu'ils s'en écartent. Tel est le langage que j'ai tenu au général Moïse depuis 10 ans, dans toutes les conversations particulières que je lui ai répétées 1000 fois en présence de ses camarades, en présence des généraux, que je lui ai renouvelées dans ma correspondance. Tels sont les principes et les sentiments consignés dans 1000 de mes lettres. Dans toutes les occasions, j'ai cherché à lui expliquer les saintes maximes de notre religion, à lui prouver que l'homme n'est rien sans la puissance et la volonté de Dieu, que les devoirs d'un chrétien qui a reçu le baptême ne devaient jamais être négligés, que lorsqu'un homme brave la providence, il doit s'attendre à une fin terrible. Que n'ai-je pas fait pour le ramener à la vertu, à l'équité, à la bienfaisance, pour changer ses inclinations vicieuses, pour l'empêcher de se précipiter dans l'abîme? Dieu seul le sait. Au lieu d'écouter les conseils d'un père, d'obéir aux ordres d'un chef dévoué au bonheur de la colonie, il n'a voulu se laisser guider que par ses passions, ne suivre que ses funestes penchants. Il a péri misérablement. Tel est le sort réservé à tous ceux qui voudront l'imiter. La justice du ciel est lente, mais elle est infaillible. Et tôt ou tard, elle frappe les méchants et les écrase comme la foudre. La cruelle expérience que je viens de faire ne sera pas inutile pour moi. Et d'après l'inconduite du général Moïse, il ne sera plus nommé général divisionnaire jusqu'à de nouveaux ordres du gouvernement français. Le général Dessalines, néanmoins, à cause des services qu'il a rendus, conservera son grade de général divisionnaire. Dans une de mes proclamations, à l'époque de la guerre du Sud, j'avais tracé les devoirs des pères et mères envers leurs enfants, l'obligation où ils étaient de les élever dans l'amour et la crainte de Dieu, ayant toujours regardé la religion comme la base de toutes les vertus et le fondement du bonheur des sociétés. En effet, quels sont ceux qui, depuis la Révolution, ont causé les plus grands malheurs de la colonie? N'ont-ils pas été tous des hommes sans religion et sans mœurs? Celui qui méprise Dieu et ses divins préceptes, qui ne chérit pas ses premiers parents, aimera-t-il ses semblables? Père et mère, tu honoreras afin que tu vives longuement, est un des premiers commandements de Dieu. Un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère, écoutera-t-il les bons conseils de ceux qui lui sont étrangers? Obéira-t-il aux lois de la société? Celui qui a foulé aux pieds la plus sainte et la plus douce loi de la nature. Et cependant, avec quelle négligence les pères et les mères élèvent-ils leurs enfants, surtout dans les villes, au lieu de les instruire de leur religion, d'exiger d'eux le respect et l'obéissance qui leur sont dus, de leur donner des idées conformes à leur état, au lieu de leur apprendre à aimer le travail, ils les laissent dans l'oisiveté et dans l'ignorance de leurs premiers devoirs.
Ils semblent mépriser eux-mêmes et leur inspirer le mépris pour la culture, le premier, le plus honorable et le plus utile de tous les États. À peine sont-ils nés, on voit ces mêmes enfants avec des bijoux et des pendants d'oreilles, couverts de haillons, salement tenus, blessés par leur nudité, les yeux de la décence. Ils arrivent ainsi à l'âge de 12 ans, sans principe de morale, sans métier, avec le goût du luxe et de la paresse pour toute éducation. Et comme les mauvaises impressions sont difficiles à corriger, à coup sûr, voilà de mauvais citoyens, des vagabonds et des voleurs. Et si ce sont des filles, voilà des prostituées, toujours prêts les unes et les autres à suivre les impulsions du premier conspirateur qui leur prêchera le désordre, l'assassinat et le pillage. C'est sur les pères et les mères aussi vils, sur des élèves aussi dangereux que les magistrats du peuple, que les commandants militaires doivent avoir sans cesse les yeux ouverts, que la main de la justice doit toujours être étendue. Les mêmes reproches s'adressent également à un grand nombre de cultivateurs et de cultivatrices sur les habitations. Depuis la révolution, des hommes pervers se sont adressés à des lâches, à des perturbateurs et leur ont dit que la liberté était le droit de rester oisif, de faire le mal impunément, de mépriser les lois et de ne suivre que leurs caprices. Une pareille doctrine devait être accueillie par tous les mauvais sujets, les voleurs et les assassins. Il est temps de frapper sur les hommes endurcis qui persistent dans de pareilles idées. Il faut que tout le monde sache qu'il n'est d'autre moyen pour vivre paisible et respecté que le travail, et un travail assidu. Telle est la leçon que les pères et mères doivent donner à leurs enfants tous les jours et tous les instants de leur vie. À peine un enfant peut-il marcher, il doit être employé sur les habitations à quelque travail utile, suivant ses forces, au lieu d'être envoyé dans les villes, ou sous prétexte d'une éducation qu'il ne reçoit pas. Il vient y apprendre des vices, grossir la tourbe des vagabonds et des femmes de mauvaise vie, troubler par son existence le repos des bons citoyens et la terminer par le dernier supplice. Il faut que les commandants militaires, que les magistrats soient inexorables à l'égard de cette classe d'hommes. Il faut malgré elle la contraindre à être utile à la société, dont elle serait le fléau sans la vigilance la plus sévère. Depuis la Révolution, il est évident que la guerre a fait périr beaucoup plus d'hommes que de femmes. Aussi s'en trouve-t-il un plus grand nombre de ces dernières dans les villes, dont l'existence est uniquement fondée sur le libertinage, entièrement livrées aux soins de leur parure, résultat de leur prostitution, dédaignant non seulement les travaux de la culture, mais même toute autre occupation. Elles ne veulent absolument rien faire d'utile. Ce sont elles qui recèlent tous les mauvais sujets, qui vivent du produit de leur rapine, qui les excitent au brigandage, afin de partager le fruit de leurs crimes.
Il est de l'honneur des magistrats généraux et commandants de n'en pas laisser une seule dans les villes ou bourgs. La moindre négligence à cet égard les rendrait dignes de la mésestime publique. Moïse, il est vrai, était l'âme et le chef de la dernière conspiration, mais il n'aurait jamais pu consommer son infamie s'il n'avait trouvé de pareils auxiliaires. Quant aux domestiques, chaque citoyen ne doit en avoir qu'autant qu'ils sont nécessaires à un service indispensable. Les personnes chez lesquelles ils demeurent doivent être les premiers surveillants de leur conduite et ne rien tolérer de leur part de contraire aux bonnes mœurs, à la soumission et au bon ordre. S'ils sont paresseux, ils doivent les corriger de ce vice. S'ils sont voleurs, les dénoncer au commandant militaire pour être punis conformément aux lois. Un bon domestique traité avec justice, mais aussi forcé à remplir tous ses devoirs, fait plus d'ouvrage que 4 mauvais. Et puisque dans le nouveau régime, tout travail mérite un salaire, tout salaire doit exiger son travail. Telle est l'invariable et la ferme volonté du gouvernement colonial. Entre parenthèses. Il est encore un objet digne de son attention. C'est la surveillance des étrangers qui arrivent dans la colonie. Quelques-uns d'entre eux ne connaissant que par les rapports des ennemis du nouvel ordre de choses, les changements qui se sont opérés sans avoir réfléchi sur les causes qui les ont amenés, sur les difficultés à vaincre pour faire succéder au plus grand désordre qui ait jamais existé, la tranquillité, la paix, la restauration des cultures et du commerce, tiennent des propos d'autant plus dangereux qu'ils sont recueillis avec avidité par tous ceux qui, fondant leurs espérances sur les troubles, ne demandent que des prétextes. De pareils écarts doivent être d'autant plus sévèrement punis que l'insouciance des fonctionnaires publics à cet égard nuirait à la confiance dont ils ont besoin et les ferait regarder avec justice comme complices des ennemis de la liberté. La plus sainte de toutes les institutions parmi les hommes qui vivent en société, celle d'où découlent les plus grands biens, c'est le mariage. Un bon père de famille, un bon époux entièrement occupé du bonheur de sa femme et de ses enfants, doit être au milieu d'eux l'image vivante de la divinité. Aussi, un gouvernement sage doit-il toujours être occupé à environner les bons ménages d'honneur, de respect et de vénération. Il ne doit se reposer qu'après avoir extirpé la dernière racine de l'immoralité. Les commandants militaires, les fonctionnaires publics surtout, sont sans excuse lorsqu'ils donnent publiquement le scandale du vice. Ceux qui, ayant des femmes légitimes, souffrent des concubines dans l'intérieur de leur maison, ou ceux même qui, n'étant pas mariés, vivent publiquement avec plusieurs femmes, sont indignes de commander. Ils seront destitués. En dernière analyse, tout homme qui existe dans la colonie doit à ses concitoyens de bons exemples. Tout commandant militaire, tout fonctionnaire public doit remplir exactement ses devoirs. Ils seront jugés sur leurs actions, sur le bien qu'ils auront fait, sur la tranquillité et la prospérité des lieux qu'ils commandent.
tout homme qui veut vivre doit travailler. Dans un état bien ordonné, l'oisiveté est la source de tous les désordres. Et si elle est soufferte chez un seul individu, je m'en prendrai au commandant militaire, persuadé d'avance que ceux qui tolèrent les paresseux et les vagabonds ont de mauvais desseins, qu'ils sont ennemis secrets du gouvernement colonial, bien sûr. Personne, sous aucun prétexte, ne doit être exempt d'une tâche quelconque, suivant ses facultés. Les pères et mères créoles qui ont des enfants et des propriétés doivent aller y demeurer pour y travailler, faire travailler leurs enfants ou en surveiller les travaux, et dans les moments de repos, les instruire eux-mêmes ou par des instituteurs des préceptes de notre religion, leur inspirer l'horreur du vice, leur expliquer les commandements de Dieu, engraver les principes dans leur cœur d'une manière ineffaçable, de les bien pénétrer de cette vérité, que puisque l'oisiveté est la mère de tous les vices, le travail est le père de toutes les vertus. C'est par ces moyens que seront formés des citoyens utiles et respectables, qu'on peut espérer de voir cette colonie, l'une des plus heureuses contrées de la terre, et en éloigner pour toujours les horribles événements dont le souvenir ne doit jamais s'effacer dans notre mémoire. En conséquence, j'arrête ce qui suit. Bon, Toussaint Louverture rédigera 21 articles distribuant les rôles et responsabilités de tous les membres de son gouvernement et ceux de la société coloniale française habitant l'île de Saint-Domingue qu'il dirige comme gouverneur général. Le tout signé au bas par Toussaint Louverture le 25 novembre 1796. Je m'appelle René Armenton, je suis éditeur en chef de e-magazine.